Si vous voulez partir du problème, il y a 7 questions fondamentales à vous poser. La première, c'est est-ce que le problème est réel ou pas? C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a 2 forces contradictoires dans cette histoire. La première force contradictoire, c'est quelque chose que je dis dans la vidéo, les opportunités sont à l'intersection entre les bonnes et les mauvaises idées. C'est toutes les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Parce que par définition, les bonnes idées qui sont bonnes, tout le monde les attaque. Dans le même moment, si vous attaquez un problème artificiel dont tout le monde s'en fout, en fait, vous allez être confronté à un souci. Alors, la question, c'est le rapport au futur. Et c'est ça, en fait, l'élément hyper dur à appréhender. Je m'explique. Prenons le cas de Google. Quel problème résout Google? Google résout le problème d'essayer de stocker, indexer et rendre accessible l'ensemble de l'information dans le monde. Ça, c'est le pitch actuel. Le pitch première année, c'est indexer et rendre accessible l'ensemble de l'information disponible sur le web. Est-ce que le problème est réel? Non, parce que quand Google s'est lancé, il y a 20 000 sites ou 50 000 sites sur l'Internet. Donc la meilleure façon de rendre accessible 50 000 sites Internet, c'est une ontologie et classer les sites. Il n'y a pas de problème. Le problème, l'avantage de Google, c'est que Google vivait dans le futur. L'hypothèse initiale que Google a faite pour rendre ce problème réel, c'est le nombre de sites Internet dans le monde va suivre une courbe exponentielle. Ce qui a été largement le cas. Il faut que vous sachiez que l'information produite sur Internet double tous les ans depuis 15 ans, ce qui est énorme. Faites le double de beaucoup tous les ans, vous allez voir, ça fait pas mal. Il est là le grand souci quand on vous dit qu'il faut vous adresser à des problèmes réels, c'est que dans le même moment, vous pouvez vous adresser à des problèmes réels, mais la plupart des gens qui sont censés vous rendre un feedback ne sont pas capables de vous rendre le feedback. Pourquoi je me sens super gêné quand les gens me demandent s'ils ont une bonne idée ou pas? Parce qu'en fait, ils projettent en moi une expertise dans le fait que je sache évaluer si une bonne idée est bonne ou pas. Je suis l'un des pires types au monde pour ça, par définition, parce que par définition, tout le monde est nul à ça. Tous les types qui se posent en visionnaire du futur, en mode « moi, je me trompe jamais sur le futur », etc., sont des menteurs. Il n'y a pas d'autre mot. Par définition, le futur n'est pas prédictible. Donc, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas « est-ce que mon business est réel ou pas ?» La question, c'est « est-ce que je pense, moi, avoir une information qui me permet de voir une opportunité là où les autres ne peuvent pas le voir, parce que j'ai une histoire particulière, parce que j'ai une volonté particulière. » Et par exemple, reprenons nos amis Larry et Sergey. Pourquoi ils étaient tellement confiants sur le fait que Google allait être un succès? Parce que c'est des gens qui, au-delà de penser que le nombre de sites allait doubler tous les ans, ils le vivaient au plus profond d'eux. Il y a un investisseur qui a participé à leur premier tour qui raconte cette anecdote, qui dit « La seule fois de ma vie où je suis tombé de ma chaise pendant un pitch, c'est avec Google. » Parce qu'il aime bien se balancer sur la chaise, et il a été tellement surpris par une réponse qu'il s'est cassé la gueule. Il dit « C'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé. » Parce qu'il dit « Oui, alors, combien tu penses que Google peut valoir d'ici 5 ans ?» Et Larry Page lui dit 1 milliard. Et le type lui dit « Tu penses vraiment que dans 5 ans, ça va valoir 1 milliard de valorisation, ce que tu fais là ?» Il dit « Non, non, ça va faire 1 milliard de revenus. » Le type est tombé de sa chaise. Il est complètement con, ce mec. Alors, le mec se lève, il essaie de lui expliquer. Alors, tu sais, 1 milliard de revenus, c'est compliqué, machin, blablabla. Et Larry Page ne démord pas. Il dit, non, non, moi je pense que dans 5 ans, ça va faire 1 milliard de revenus, blablabla. Est-ce que Google a fait 1 milliard de revenus en 5 ans? Non. Ils ont mis 8 ans à atteindre le premier milliard. Mais peu importe qu'il se soit trompé. Ce qui est important, c'est qu'à un moment T, dans sa vie, au plus profond de lui, ça lui paraissait absurde que ça ne puisse pas fonctionner dans ce sens-là. Et il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que vous pensez que vous avez une vérité profonde que les autres ne peuvent pas partager? Et par définition, les choses dont vous devez discuter, ce n'est pas le fondement même de votre idée. Tous les entrepreneurs qui ont un doute sur le fondement même du problème qu'ils essaient de résoudre sont des entrepreneurs perdus.
On peut discuter de l'exécution. Voilà, j'ai décidé de faire ça, d'aller là-bas. Est-ce que le chemin le plus court, c'est d'aller tout droit? Ou est-ce que le chemin le plus court, c'est de faire des zigzags? Ça, vous pouvez venir discuter avec des gens comme moi. Et vous pouvez aller chercher les conseils de gens qui l'ont déjà fait. Parce que par définition, on voit à peu près comment ça se passe dans le chemin. On sait comment ça se passe de recruter des gens. On sait comment ça se passe de faire une levée de fonds. On sait comment ça se passe de faire je ne sais pas quoi. Mais décider si ça vaut le coup ou pas que vous vous lanciez sur un problème, ça, c'est impossible. Parce que sinon, vous allez juste être soumis à l'opinion et au jugement des gens. Il n'y a rien de plus terrible. Ne mettez jamais votre succès dans les mains de quelqu'un d'autre. Jamais. La première chose que vous devez apprendre à faire en tant qu'entrepreneur, c'est à posséder votre succès. Il doit vous appartenir. Xavier Niel est venu manger à la maison, à The Family. Il a parlé pendant 2 heures, c'était assez fascinant. Moi, il y a un seul truc qui m'a vraiment bouleversé. Il a dit « Je ne comprends pas pourquoi en France, tous les entrepreneurs veulent mettre leur succès dans les mains de quelqu'un d'autre. » Il dit « Moi, je n'ai jamais demandé rien à personne. Et je ne comprends pas pourquoi tous les gens qui se lancent, avant même de se lancer, ils sont obsédés par obtenir de l'aide. » Ce n'est pas une attitude saine. L'attitude saine, c'est de faire des choses tellement enthousiasmantes, tellement en accord avec vous-même, que tout le monde voudra vous aider. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut se tromper ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être convaincu qu'un problème est réel et en fait échouer? Bah oui, puisque 99,9% des gens dans ce milieu échouent. Donc, ça prouve 2 choses. La première chose, c'est que de toute évidence, demander conseil à qui que ce soit ne réduit pas le nombre d'erreurs. Première chose. Deuxième chose, ça prouve aussi que c'est super dur de trouver un problème réel. Et quelle est la meilleure façon de trouver un problème réel? C'est d'essayer plusieurs fois. N'oubliez pas quelque chose de fondamental. Dans ce milieu, très peu de gens réussissent du premier coup. Vous voulez un petit secret? The Family, c'est la 3e fois que j'essaie de faire ça dans ma vie. C'est la 3e fois. La première fois, j'étais au lycée et j'ai essayé de convaincre mes copains que je pouvais leur laisser 4% s'ils faisaient leur boîte et j'en prenais 96%. Non, ça n'a pas marché. Et pourtant, je me disais, mais il y a plein de gens de talent autour de moi, ils vont pouvoir faire des boîtes. Bon, comme j'ai un peu de... Hein, je vais les mettre sous contrôle. La 2e fois, j'ai essayé un modèle qui est un modèle qui s'appelle le Startup Studio. Ça s'appelle Aletheis. Et mon idée était toute bête, c'était de dire, voilà, la plupart des entrepreneurs sont quand même vachement bons à développer des produits, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais en business? Donc je vais faire un modèle tout bête. Ils vont faire le produit dans leur cave. Puis quand le produit il est disponible, moi je vais le marketer, je vais faire le business. Et on va faire 50-50. Alors ça a été un four total. Entre les engueulades, les types pas contents, les types qui en fait n'aiment pas du tout être dans la cave, le manque de respect fondamental qu'il y a derrière cette vision, dans les gens. C'est vraiment terrible. Bon ben voilà, après il y a eu The Family, on prend quelques pourcents des boîtes et on essaie d'éduquer les gens et on essaie de les transformer en entrepreneurs. Vous imaginez, ça m'a pris 10 ans pour comprendre ça. 10 ans, c'est pas un petit temps. Dans la vie, on peut mettre très longtemps à comprendre les choses. Mais la pire façon de le faire, ça aurait été pendant 10 ans de ne rien faire. Alors oui, Skiopolis n'a jamais marché. Aletheis, j'aime bien les noms latins. Aletheis n'a jamais marché. Bon, bah, voilà, The Family a plutôt une bonne courbe pour l'instant. Et en plus, c'est même pas sûr que The Family marchera. Si ça se trouve, c'est un four aussi. Je réessayerai une 4e fois, c'est pas grave. C'est un point important, c'est est-ce que votre problème est réel ou pas? Et ça, la seule personne qui peut le dire, c'est vous-même, parce que vous êtes censé être l'expert qui attaque un marché. 2e chose, est-ce que le problème est définissable? Alors ça, c'est un point super important. En maths, vous savez, on vous dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous faisiez des exercices de maths, on vous disait l'essentiel, c'est de lire l'énoncé. Parce que c'est incroyable comme on peut répondre à côté de la plaque. Et bien dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose, sauf qu'il y a une petite différence, c'est à vous de l'écrire, l'énoncé. Alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir écrire l'énoncé avant de résoudre le problème. Bien définir son problème en profondeur et pouvoir le décrire en très peu de mots, très facilement,
c'est une compétence essentielle. C'est un jeu qui prend par définition du temps. Tous les gens qui veulent fonder une boîte en 3 mois sont perdus. Il y a des choses comme ça qui sont simples à savoir, parce que tous les gens qui l'ont fait, ils ont perdu. Et toutes les histoires où vous croyez que c'est des succès overnight, en fait, c'est parce que vous vous faites arnaquer par les journalistes et par les fondateurs qui arnaquent les journalistes. Prenons la dernière histoire de storytelling la plus drôle récente, Snapchat. Alors, l'histoire de Snapchat qu'on nous raconte dans la presse, 2 types à Stanford, bon, en fait, ils étaient 3, on va revenir là-dessus. 2 types à Stanford ont une super idée. Ah, ce serait quand même génial que quand j'envoie des photos tout nues de moi, les photos s'effacent au bout de quelques secondes. Parce que franchement, le sexting, après, ça finit sur le réseau de l'école, c'est pas terrible. Donc, ils codent ça en 3 semaines, ils lancent, ils n'ont pas de succès. Oh, les pauvres, ils galèrent pendant 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, l'un d'entre eux se réveille et dit « Hey dude, pourquoi on ne lance pas ça dans les lycées ?» Et là, ils vont dans un lycée, ils le donnent à un lycéen, et le lycéen le donne aux autres lycéens, et ils valent 5 milliards de dollars plus tard, 6 mois après. Donc ça, c'est l'histoire de Snapchat. Maintenant, la vraie histoire de Snapchat. C'est 3 étudiants de Stanford qui se disent quand même, dans notre monde, la communication, elle n'est pas sécurisée. Et c'est un problème super complexe, parce qu'on ne peut pas effacer à distance des documents et des choses sensibles. Ils sont à Stanford, ils sont en computer science, et ils commencent à développer un prototype pour pouvoir effacer à distance des données pour le monde du renseignement et pour le monde des business hyper sérieux. Ils développent, 1 an et demi plus tard, ils ont un prototype. 1 an plus tard, ils se rendent compte que le marché du document professionnel est vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, il y a un truc vachement drôle. Il y a un article d'Atlantic Review d'il y a 3 ans que vous pouvez chercher, qui est sur Genius Kid at Stanford. Et dans cet article, on parle d'une équipe de 3 personnes qui essaie de résoudre l'effacement de documents à distance. Et en fait, c'est le type qui est cité, c'est le 3e fondateur de Snapchat. Donc le marché n'avance pas. Et en plus, l'un des 3 cofondateurs est quand même beaucoup moins cool que les 2 autres et beaucoup moins swag. Et alors, les 2 autres se disent, putain, mais ce type-là, il commence à nous emmerder avec son marché des documents professionnels, on fait des rendez-vous à longueur de journée, ça ne marche pas. On ne pourrait pas faire un truc un peu plus consumer. Et donc, ils vont avoir une discussion avec le 3e type, et ils lui disent, écoute, on va faire un truc, c'est que la techno là, que tu as développée, on va la prendre, on a un droit d'usage, on quitte la boîte, on split en 2, et toi, tu as un droit d'usage. Toi, tu fais ce que tu veux avec cette techno, nous, on fait ce qu'on veut avec cette techno, et puis on stoppe dans la main, parce que de toute façon, on n'a pas d'argent pour payer un avocat. Donc, stop dans la main, et le type leur dit, allez vous faire foutre avec vos trucs là pourris, vous voulez faire du consumer, de toute façon, le consumer, ça ne marche pas. 6 mois plus tard, Snapchat version 25, ils ont lancé 25 apps, 17 noms différents. Sort. Effectivement, ils amènent cette app dans un lycée, et effectivement, avant la fin de la journée, l'ensemble du lycée l'utilise, et effectivement, à la fin du mois, l'ensemble des lycées des États-Unis l'utilisent. Donc là, on rejoint la partie réelle de l'histoire. Bon, pour la petite anecdote, le 3e type qui a tapé dans la main, il s'en souvient plus qu'il a tapé dans la main, et il les attaque en justice pour 800 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais bon, ça, finalement, c'est juste une amende de parking à leur échelle. Vous voyez comme une histoire d'entreprise, ce n'est pas qu'une question d'idées. Et vous voyez que même quand on définit correctement le problème, qui était là, pour le coup, le fait de pouvoir effacer des choses à distance, même quand le problème est bien défini, si l'énoncé est de travers, à savoir qu'est-ce qu'il y avait de travers dans l'énoncé Snapchat version antique, ce qui était de travers dans cet énoncé, c'était l'idée que les grandes entreprises étaient capables d'acheter du logiciel fabriqué par des gamins de 23 ans et qui n'avaient pas de costume IBM. Et vous voyez la prémisse cachée? Et c'est une prémisse dont ils n'étaient pas conscients et dont ils ont fini par réaliser. Parce que quand vous faites 20 rendez-vous avec des types qui vous disent « Ah ouais, c'est vachement intéressant, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, on se revoit pour un autre meeting », vous finissez par comprendre qu'en fait, ces gens-là préfèrent avoir du Accenture, du IBM et du je ne sais pas quoi devant moi. Et ça, c'est une réalité. Il faut avoir un problème qui est définissable et il ne faut pas se tromper dans les termes de l'énoncé. Il y a un type coréen un peu gros qui a fait 1,6 milliard de vues en partant de la Corée.
dans la culture la moins virale du monde. Je vais dire la réalité qu'on ne veut pas admettre en Europe, c'est qu'en moyenne, on fait des produits d'une bien moindre qualité que le produit moyen sorti aux États-Unis. Aujourd'hui, dans ce monde, ce n'est plus un problème de culture, ce n'est plus un problème de distribution. Facebook a gagné 180 pays dans le monde pratiquement, à part la Chine. Twitter est présent dans 25 pays de façon fondamentale. YouTube fait 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Donc la vérité, c'est que la distribution n'est plus un problème. Si maintenant tu compares la start-up moyenne produite en Europe et la start-up moyenne produite aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Et en plus, au passage, c'est même pas ça qui est intéressant à comparer, c'est de comparer le top 1% des startups produits aux États-Unis face au top 1% des startups produits en France. Et notamment, pour une raison très simple, c'est que les équipes fondatrices aux États-Unis sont en moyenne beaucoup plus, fais chier le micro, sont en moyenne beaucoup plus complètes et expérimentées que les équipes françaises. Et parce que c'est un écosystème qui est beaucoup plus mature. Mais la pire façon de voir ça, c'est de se réfugier derrière des excuses de culture qui ne sont plus vraies. Et il y a plein d'éléments empiriques qui nous prouvent qu'elles sont plus vraies. Le Gangnam Style en est un incroyable. Moi, le jour où j'ai vu cette vidéo, je crois qu'elle avait déjà 100 millions de vues. Moi, je suis un peu jet-lagué sur ces sujets-là. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une chanson en coréen dont on ne comprenne même pas les paroles arrive à avoir un tel succès? Et d'ailleurs, regarde sa deuxième vidéo. C'est quoi sa deuxième vidéo d'ailleurs? Qui connaît la deuxième vidéo de ce type? Vous voyez? Et il est là le point. Le point, c'est que si tu n'arrives pas en plus à maintenir ce niveau de qualité, tu te fais écraser par le prochain et le prochain et le prochain. Troisième critère, le problème, est-ce que le problème est gros? Et alors, ça, c'est un autre point, c'est que faire une petite entreprise et faire une grande entreprise, c'est exactement la même difficulté. Attaquer un petit problème, attaquer un gros problème, c'est exactement la même difficulté. Faire quelque chose d'ambitieux ou faire quelque chose de pas ambitieux, c'est exactement les mêmes emmerdes. Et ça, c'est un point que vous devez regarder en face. C'est le point de la probabilité de réussite. Vous êtes dans un monde où à peine 1% des gens qui se lancent retirent un outcome positif de l'entrepreneuriat. Et je ne sais pas si vous en avez conscience de ça, mais je vais vous donner juste un chiffre que je dis dans la vidéo, mais je vais vous le répéter. Vous savez, l'enseignement, c'est la répétition. 50% des gens dans la vallée qui ont fait un exit ont gagné moins d'argent que les 1000 premiers employés de Facebook. C'est-à-dire que si vous prenez le 1000e type à avoir rejoint Facebook, donc niveau risque quand même, on est dans le limité. Hein. Enfin, quand il y a déjà eu 999 employés derrière vous, vous vous dites, bon, la boîte, elle a l'air de marcher. Ça a l'air de tourner, ce truc. Donc ce type-là a touché plus d'argent que l'élite, la moitié de l'élite des entrepreneurs de la vallée. Parce que si vous prenez un entrepreneur dans la vallée, il y en a à peine un dixième qui font un exit. Et sur ce dixième qui fait un exit, alors que c'est l'endroit au monde où c'est le plus facile de faire un exit une fois qu'on a passé la série A, parce que les VC savent revendre leur boîte, parce qu'il y a un marché liquide du rachat d'équipes, parce qu'il y a un problème de tension et de recrutement. Donc dans ce marché le plus liquide du monde, vous avez 50% des gens qui ont touché moins que le type dont la seule fait de gloire est d'avoir codé chez Facebook en étant le 1000e employé. Donc, par définition, vous avez un intérêt, quand vous jouez à ce jeu-là, c'est de maximiser votre risque et de surtout pas le limiter. Puisque plus vous prendrez un risque énorme et plus vous attaquerez quelque chose de très gros, plus la probabilité que vous finissiez par avoir quelque chose est forte en fait. Parce que le jour où vous avez quelque chose, ce sera forcément quelque chose de signifiant. Et donc, n'hésitez pas, et notamment un des paradoxes que je vois très souvent. Par exemple, qui connaît Lima ici? Lima, ok. Bon, là, j'ai repéré les geeks de la salle. Lima, c'est une société qui a fait l'un des Kickstarter les plus réussis de l'histoire, puisqu'ils ont gagné 1 200 000 $ sur Kickstarter en précommande. C'est un petit device qui se connecte à votre Internet et qui transforme en fait qui transforme vos disques durs en une sorte de Dropbox privé.
Quand j'ai rencontré la première fois Séverin, il m'a dit un truc qui m'a déprimé, mais profondément. Parce qu'il me parle de son idée et je lui dis, mais Séverin, mais parce qu'il commence à me parler des petits vieux et que les petits vieux, ils ont du problème avec leur ordinateur et que grâce à sa solution, les petits vieux, ils aiment bien utiliser sa solution. Donc il a trouvé une micro-niche des petits vieux qui ont besoin de sauvegarder leurs fichiers. Je regarde Séverin, je lui dis, mais Séverin, mais c'est pas possible que quelqu'un d'aussi brillant que toi nous fasse un truc aussi insignifiant. T'imagines que même si tu as le malheur que ta boîte marche, et je peux te dire que ça va être un malheur, tu vas être à la tête d'une collection de je sais pas, 20 000 petits vieux qui utilisent ton truc, enfin ça va être terrible. Mais ça va rien signifier, tu vas même pas être heureux. Et en plus, ça va échouer parce que ces gens-là, ils sont hyper durs d'accès. Pourquoi tu t'adresses aux types qui sont le moins capables de comprendre ce que tu fais et qui sont le moins capables d'avoir besoin de ce que tu fais? Il me dit, bah, j'ai un prof à l'ESCP. Alors déjà, là, j'ai eu une alerte. J'ai un prof à l'ESCP qui m'a dit, le hardware, c'est trop dur. Il vaut mieux que tu fasses d'abord une boîte software. Mais moi, le software, ça me fait chier. Mais t'aimes bien le hardware? Ah ouais, j'adore. En plus, je suis un pro des systèmes embarqués. Mon cofondateur est une méga star dans le domaine. Et en fait, notre but, c'est de gagner 1 million avec Forgetbox. Comme ça, on peut se payer la boîte de nos rêves après. Mais attends, t'es sûr de ton coup là? Et raconte-moi ce que tu as envie de faire dans le hardware. Alors c'est un truc, c'est un device, tu le connectes à ton internet et ça te transforme Dropbox en truc privé. Je lui dis, ouais, ok, c'est vrai. Arrête tout de suite ce que tu fais. Il me dit, bah pourquoi? Je dis, mais va direct dans le hardware. Ah ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué. Je dis, oui, c'est beaucoup plus compliqué peut-être. Dans le mot hardware, il y a hard, effectivement. Mais la vérité, c'est que si tu en tires quelque chose, ce sera extraordinaire. Tu en tireras quelque chose d'incroyable. Et en plus, si tu fais ce device, moi je suis client. D'ailleurs, tes petits vieux de tout à l'heure, ils sont aussi clients, mais les petits jeunes aussi. Et c'est vraiment un besoin universel que d'avoir des données dans le cloud accessibles, streamables, etc. Il me dit, ah oui, ça je sais, oui. Bah alors pourquoi tu ne le fais pas? Ah ouais, mais quand même, c'est dur le hardware. Ça lui a pris 6 mois pour échouer sur Forgetbox. Et donc, quand Forgetbox est mort dans d'affreuses souffrances et sans aucun avenir, il s'est dit, bon, bah, je vais faire du hardware, hein, vu que je n'ai pas d'autre idée dans le software. Et ce con a fait 1,2 million sur Kickstarter. Alors, c'est la plus belle histoire que je peux vous raconter, parce qu'il y a tous les cas des types qui se sont dit la même chose et qui, en fait, n'ont rien fait derrière. Mais si c'est arrivé une fois, ça peut arriver plein d'autres fois. Mettez-vous du côté de l'espoir. Et la vérité, c'est que même si l'IMA n'avait pas fonctionné, même si l'IMA n'avait pas été le succès que ça avait été, au moins il aurait passé 6 mois à faire ce qu'il aime. Parce que quand on se lève le matin en faisant quelque chose d'ambitieux, forcément notre journée se passe mieux que quand on fait quelque chose où on a dégradé l'ensemble de l'ambition pour être réaliste. Et alors, parlons de ce sujet du réalisme face aux gros problèmes. Souvent, les entrepreneurs me disent « Ah oui, mais j'ai voulu faire un business plan réaliste, alors j'ai mis des hypothèses hyper pessimistes. » La vérité, c'est que si vous regardez dans notre monde, aucune de ces boîtes-là n'est réaliste. Dans notre monde, il y a 99% des gens qui meurent dans l'agonie et qui font rien, et ça ne décolle pas. Et il y a 1%, quand ça marche tellement que c'est incompréhensible. Ça, c'est un business plan réaliste. Réaliste au sens, on regarde empiriquement ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Et sur les 20 dernières années, aucune boîte n'a eu un résultat linéaire. Aucune. Alors que des résultats exponentiels, il y en a eu très peu qui l'ont eu, mais il y en a. Critère d'après, c'est est-ce que c'est un problème difficile ou pas? Alors là, question de personnalité. Mais c'est une bonne chose pour évaluer la probabilité qu'une idée soit bonne ou pas. Si vous vous adressez à un problème facile, vous devez d'autant plus être inquiet du fait que personne ne l'a fait avant. Tiens, reprenons le cas de Litchi. Litchi, c'est un problème super difficile. Si ça n'existe pas, ce n'est pas parce que personne n'a eu l'idée de le faire.
C'est parce que tous les gens qui ont eu l'idée de le faire ont vu la réglementation sur l'encaissement d'argent pour le compte de tiers. Et toute personne qui, dans ce monde, a eu un rendez-vous avec un avocat qui vous explique que c'est du pénal et que c'est une activité parfaitement illégale, s'est dit finalement, je vais passer à l'idée d'après. La différence de Litchi, et effectivement, gloire à Cécile pour ça, c'est qu'elle n'a pas été voir d'avocat, elle n'avait pas d'argent pour aller voir les avocats. Elle a fait son truc. Et de toute façon, avant que les autorités prudentielles étaient au courant de son existence, il s'est passé tellement de temps que le jour où ils ont été au courant de son existence, ils ont trouvé ça vachement bien. Et ils lui ont dit, bah tiens, comment on peut adapter la loi pour que tu deviennes légal? Et donc, là, c'est un point important. Ne prenez jamais la difficulté comme une bonne raison d'arrêter, mais prenez la difficulté comme une évaluation de est-ce que ce que vous faites est bien ou pas. En général, plus vous tendez vers le difficile, plus l'opportunité croît. C'est vraiment mathématique. Parce que par définition, plus vous tendez vers le difficile, moins il est probable que vous réussissiez, et moins il est probable surtout que d'autres gens réussissent. Donc n'hésitez pas à attaquer des choses difficiles. Et notamment, prenons le cas de WhatsApp. WhatsApp, c'est une boîte assez fascinante, parce que c'est à la fois un problème difficile et évident. Et comme ça, je vais faire la transition avec mon point d'après. WhatsApp, c'est quoi? C'est un truc qui permet de communiquer et qui permet de s'envoyer des messages. Mais c'est quoi la particularité de WhatsApp? C'est que WhatsApp, c'est la seule équipe du monde qui s'est levée un matin en se disant « on va maintenir 196 ou 197 versions de notre logiciel en parallèle ». Si vous ne savez pas programmer, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pour chaque système d'opération, vous avez des contraintes particulières. Et aucun ingénieur ne veut se casser la tête sur les contraintes particulières. Parce que tout le monde a fait des apps Facebook et Android en se disant « bon, bah, au moins, c'est une app unifiée, il y a plein de monde ». WhatsApp s'est dit bah, « moi, je m'en fiche, le téléphone Yune majoritaire Android au fin fond du Kenya, bah, moi, ce téléphone, il m'intéresse parce qu'il n'y a personne d'autre dessus. » Et donc, forcément, je vais être obligé d'en faire plusieurs centaines en parallèle et de les maintenir. Et ça va être un casse-tête, et ça va être ingrat, et ça va être difficile. Mais la vérité, c'était que c'était évident que ça allait être un succès. Vous croyez vraiment que les gens qui sont sur ces appareils-là, ils n'ont pas besoin de s'envoyer des messages aux autres gens qui sont sur d'autres appareils? Et il est là le problème. Il est à la fois difficile, parce que c'est extrêmement fragmenté et éclaté, mais il est aussi évident. Personne qui n'avait ce téléphone pouvait se dire « Ah, bah oui, non, ça ne m'intéresse pas d'envoyer des messages gratuits à mes amis ayant d'autres types de téléphones que le mien. Non, non, s'il te plaît, laisse-moi payer. Laisse-moi payer. » Vous voyez, c'est évident. Et alors, c'est ça la difficulté et la bêtise que font beaucoup trop d'entrepreneurs. Ils cherchent des idées avec des risques produits, des risques design, des difficultés de mise au point légales ou tout ce que vous voulez, extrêmement faibles. Mais ils ont des risques marché extrêmement forts parce qu'ils ne voient pas à quoi ça sert en fait ce qu'ils font. À l'inverse, les bons font l'inverse. Ils font des trucs très compliqués, ils font des trucs très difficiles, ils font des trucs qui vraiment comptent pour les gens. Ils font des trucs qui fondamentalement, quand par exemple, récemment j'ai lu l'histoire de Chipolete. Vous connaissez Chipolete? Vous savez, c'est le truc qui débarque en France là, c'est le resto mexicain. Tiens, parlons d'un truc en dehors du web. Chipolete. Chipotle. Bon. Peu importe, apparemment, ils ont un nom pas terrible. C'est l'histoire d'une boîte qui a pris un problème extrêmement difficile, qui est de faire du bio de masse. Tous les gens qui veulent ouvrir des restaurants, comme ça fera un exemple en dehors du web, ils le prennent sous le point de vue de « Ah bah oui, je vais ouvrir mon restaurant ». Or, ouvrir un restaurant, si vous voulez en ouvrir des milliers à travers le monde, vous avez un problème de scale évident. Quelle est la façon la plus facile de résoudre ce problème de scale? Ben, c'est de dégrader la qualité. Vous savez que les steaks chez McDonald's, dans le premier McDo, étaient bien meilleurs que dans le 10 millième. Parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent 1000 McDo de plus, ben, ils ont besoin de je ne sais pas combien de millions de vaches de plus. Donc forcément, ils sont de moins en moins regardants sur la qualité des vaches. C'est mathématique hein, comme phénomène. Il n'y a vraiment aucune difficulté à comprendre ça. Bah, à la différence, cette chaîne-là, elle a dit non, nous, on va faire un truc incroyable.
c'est qu'on va rester bio sur toute la chaîne. Ben, je ne vous dis pas la prise de tête de l'équipe dirigeante. J'ose pas imaginer le stress que ça doit être de diriger une boîte pareille. Mais forcément, il y a en face un succès évident, immédiat, instantané. Parce que oui, il y a un problème de mise au point incroyable. C'est un peu comme les gens qui scalent dans l'hôtellerie. Prenons un autre domaine où c'est très dur de scaler. C'est très compliqué. C'est très simple de faire un boutique hôtel d'exception. Si vous avez 40 chambres, pas compliqué. Par contre, passer de 40 à 400 000 chambres dans le monde avec le même niveau de qualité, ben là, vous avez un problème difficile. Mais si vous avez un secret pour le faire, je ne sais pas, une méthode parfaite pour transformer n'importe qui en super agent d'hôtel, et ben d'un seul coup, c'est une fortune incroyable et ça scale incroyablement bien. Si vous créez le meilleur programme de formation à l'hospitalité au sein de votre chaîne d'hôtels, et ben vous allez pouvoir faire un truc incroyable. Et ben par exemple, c'est une société qui s'appelle Best Leading Hotel of the World. C'est une société qui n'a aucun hôtel, aucun, et pourtant elle capte 5% des revenus, 5% des revenus de tous les boutiques hôtels du monde. Pourquoi? Ils ont développé et mis en place un programme pour capter l'information sur comment former un salarié et transformer n'importe qui en hôtelier 5 étoiles. Donc quand vous voulez ouvrir un boutique hôtel, ça n'a pas de prix. Donc vous voyez comment vous pouvez scaler par-dessus les besoins des gens. Et à nouveau, c'était un problème gros, évident et difficile. Alors, 6e critère. Est-ce que le problème est complètement résolu ou pas? Alors ça, c'est un critère assez facile à voir. Souvent, les gens se disent, est-ce que je vais me lancer ou pas? Et ils vont commencer à chercher s'il y a de la concurrence ou pas. Et ils vont voir que telle boîte existe et ils vont se dire, ah bah je peux pas parce qu'il y a déjà machin qui le fait. C'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est se demander, est-ce que le problème est complètement résolu ou pas? Prenons un exemple. Tiens, qui pense ici que ça vaut le coup de lancer un moteur de recherche? Qui ici n'a pas trouvé ce qu'il cherchait sur Google un jour? Allez, levez tous la main, mentez pas. Hein. Ça vaut vachement le coup de lancer un moteur de recherche. L'une des prochaines boîtes à 1 milliard et qui se fera racheter plusieurs milliards par Google, ce sera un moteur de recherche. C'est évident. Pourquoi? Parce que c'est un problème affreusement compliqué et c'est un problème qui n'a pas été complètement résolu. Et c'est quoi le problème de Google? Le problème de Google, c'est qu'ils ont 15 ans d'architecture logicielle historique derrière eux qui les plombe. C'est comme pourquoi SFR et Bouygues ne peuvent pas baisser leur prix. Google ne pourra jamais faire la transformation nécessaire à changer complètement le paradigme de la recherche. Le point, c'est, j'ai pas dit, est-ce que ça va être facile de faire un concurrent de Google? Ça, c'est sûr que c'est pas une boîte facile. Mais est-ce que le problème que Google adresse est complètement résolu ou pas? Non, il l'est peut-être à 60 ou 70%. Est-ce que si je fais une boîte de moteur de recherche, je vais en parler à Google ou pas? Et donc, au contraire, oui, parce que Google serait intéressé. Alors, je pense que oui, fondamentalement. Et d'ailleurs, tous les gens qui, dans le monde, aujourd'hui, essaient de faire un moteur de recherche, plus réussi étant DuckDuckGo, parlent tous les jours à Google, en fait. Et tous les jours, Google se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'ils ont raison? Et donc, dans ce cas-là, je les copie, je les tue. Ou est-ce que, franchement, c'est compliqué de copier des trucs, en plus, on ne connaîtra pas vraiment. Alors, est-ce que je les rachète? Mais, et puis si ça se trouve, en fait, c'est pas une solution bien, donc je fais rien. Et ça fait 5 ans qu'ils se disent ça sur DuckDuckGo. Je pense qu'il y a une réunion par mois chez Google sur DuckDuckGo. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ouais, je sais pas. Et ça peut prendre des années, en fait. Mais évidemment, il faut aller parler. Et c'est évident que le problème n'est pas résolu. Par contre, à l'inverse, moi, je trouve que lancer un réseau social, c'est mal barré. Parce que s'il y a des gens qui ont l'air d'avoir résolu le problème, alors je me trompe sans doute, hein, parce qu'il y a peut-être un type qui va voir quelque chose qui n'est pas résolu. D'ailleurs, regardez Snapchat de ce point de vue-là. Snapchat, un truc génial, parce que c'est la contre-thèse de Facebook. Et donc, Snapchat peut tout à fait exister en même temps que Facebook. Les gens qui utilisent Facebook n'utilisent pas moins Snapchat, et les gens qui utilisent Snapchat n'utilisent pas moins Facebook.
Puisque ça a le nom réseau social, mais en fait, c'est deux usages fondamentalement différents. Est-ce que le problème que Snapchat attaque est fondamentalement résolu? Absolument pas, il n'y a qu'à voir le nombre de piratages qu'ils ont eu. Si aujourd'hui, dans le monde, il y avait une équipe vachement douée en sécurité informatique et qui avait un sens du marketing et qui lançait un Snapchat killer, il y aurait de grandes chances que ça marche. De très grandes chances. Donc, la question, est-ce que je me lance ou pas alors qu'il y a de la compétition? Je sais que l'un d'entre vous m'a envoyé un email sur Watsi hier. Je ne sais pas qui c'est. Montre-toi. Bienvenue. Tiens, tu peux expliquer rapidement ce qu'est Watsi et je répéterai ce que tu dis pour la caméra. En fait, c'est la première plateforme de crowdfunding dans l'humanitaire. Et en fait, l'idée, c'est récolter de l'argent pour soigner des malades en Afrique ou dans les pays en voie de développement. Alors la question, c'est que ce jeune homme, hier, s'est rendu compte, en fait, en cherchant que l'idée qu'il avait existait déjà. Alors, jouons à un petit jeu. Qui connaît Watsi? Donc on sait qui lit Hacker News. J'ai repéré les geeks, ceux qui lisent Hacker News. Donc, de toute évidence, tu vois que dans cette salle, qui serait prêt à donner un petit peu d'argent pour que quelqu'un, à travers le monde, soit sauvé lors d'une opération? Vous voyez? Tu la vois, ton opportunité? Le point avec ces histoires de « ça existe déjà », c'est que de toute évidence, en attendant que le problème soit complètement résolu, il y a toujours de la place. Alors des fois, c'est de la place géographique, comme de toute évidence avec Watsi, puisque d'ici que Watsi se lance en France, en Europe et dans d'autres pays où il y a de l'argent, il va se passer tellement de temps, parce qu'ils ont déjà assez à faire à expliquer à 400 millions d'Américains le principe, que c'est déjà un boulot suffisamment enthousiasmant pour que tu aies la place de le faire ailleurs. Et donc le point, il est que soit vous avez de la place parce que c'est en cours, soit quand c'est hyper mature, il y a de la place pour changer fondamentalement le paradigme, comme ce que je racontais tout à l'heure sur Google. Septième critère et dernier critère, qui est mon préféré. Alors ça, c'est mes boîtes. Ça, vraiment, si vous êtes dans cette catégorie-là, je vous fais un pont d'or à The Family, je consacre du temps. C'est est-ce que le problème est pire tous les jours ou pas? Alors prenons un exemple. La pollution. Je vous jure, je donne tout pour celui qui me résout ce putain de problème. Le pollen, les allergies. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un site d'alerte pour les allergiques dans mon genre. C'est hyper grave que ce ne soit pas résolu, ce putain de truc. Oui, non, mais ça existe, mais ils sont tous mauvais. C'est justement le problème. C'est justement ça le problème. C'est qu'ils sont tous mauvais, ils sont faits avec les pieds, ces trucs. Donc, ce n'est pas l'idée de l'avoir. Évidemment, tout allergique a eu cette idée. Il n'y a pas un allergique sur Terre qui ne s'est pas dit « Ah, ce serait quand même vachement cool d'être prévenu qu'il y a une crise de pollen en ce moment. » Le problème, c'est qu'ils le font mal. Et il faut absolument, si vous êtes dans le cas où vous êtes confronté à un problème qui se dégrade tous les jours, vous êtes face à une opportunité de marché incroyable. Alors, ce n'est pas forcément vrai. Prenez le problème de la recherche, il n'est pas pire le lendemain que la veille. Quoique si, parce qu'il y a de plus en plus de sites, en fait, si. Maintenant que vous avez le filtre, rentrons beaucoup plus en détail sur la question théorique de la concurrence. Parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas s'en occuper, qu'il fallait l'ignorer, etc. Mais je suis sûr que tant que je ne vous ai pas fait la démonstration du pourquoi, vous n'allez pas me croire. Et vous allez partir avec ce truc qui me fascine, c'est le truc du « ouais, mais moi, c'est différent ». Alors, je vous assure, il y a un sujet où vous n'êtes pas différent des autres, c'est celui-là, et voilà pourquoi. Rentrons dans le détail de ce qu'est un marché. Qu'est-ce que c'est une société? Une société, d'un point de vue très théorique, c'est des gens qui produisent une offre et qui essaient de rencontrer une demande. La demande, c'est le marché. Soit vous êtes sur une demande en croissance, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens tous les jours qui veulent ce que vous faites, soit vous êtes sur une demande en décroissance, ça veut dire que tous les jours, il y a de moins en moins de gens qui veulent ce que vous faites. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle des marchés en croissance, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle des marchés en décroissance. Par exemple, le livre, c'est un marché en décroissance. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens veulent de moins en moins lire? Peut-être pas. Ça veut peut-être juste dire qu'ils veulent de moins en moins de livres. Donc, vous voyez, il y a une distance entre le problème et les différentes solutions. C'est quoi le problème fondamental de la lecture? C'est de transmettre de l'information.
C'est quoi le livre? C'est une solution archaïque à ce problème-là. Enfin, qui est devenue archaïque. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque de Gutenberg, quelle innovation. Donc, et je ne vous parle pas avant avec les tablettes, quoi. Donc, le point, c'est qu'en fait, un marché, c'est quelque chose de vivant. Par définition, un marché, et c'est pour ça que toutes ces histoires d'évaluation de marché, on va y revenir en détail, c'est compliqué, en fait. Parce que par définition, ça vit un marché. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Quand ça va mal, ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer. C'est peut-être qu'en fait, l'offre ne rencontre plus la demande. Oula, on ne voit pas mes cercles. Donc, là, il y a un petit cercle qui s'appelle le target market. Target market. Là, il y a un plus grand cercle qui s'appelle le served available market. Et là, il y a un cercle encore plus grand qui s'appelle le total available market. Quand les gens vous disent « il faut évaluer la taille de votre marché, blablabla, je ne sais pas quoi », en fait, ce qu'ils vous disent, c'est « s'il te plaît, dis-moi que le total available market est incroyable ». Prenons une petite boîte avec une pomme dessus qui en 1983 n'est pas si impressionnant que ça. Si on regarde en 1983 le personal computer, donc le total available market, ce n'est pas très impressionnant. Ça doit être de l'ordre de 20 000 unités par an, quelque chose comme ça, 25 000, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas l'ordre de grandeur est le bon. Et c'est une taille de marché complètement insignifiante et qui de toute évidence ne produira pas la première capitalisation boursière du monde. On se projette en 2014. Aujourd'hui, le total available market simplement du Mac est géant. C'est des millions d'unités vendues tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et l'autre moment? Il s'est passé que, de toute évidence, le marché a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le total available market, il est tellement grand que vous croyez vraiment que les gens l'ont laissé à Apple? Entre 1983 et 2014, il s'est lancé des dizaines et des dizaines et des dizaines de sociétés produisant des personal computers. Et il y en a un qui les a unifiés tous, tel le Lord of Ring, c'est Microsoft, qui leur a dit « occupez-vous du hardware, moi je m'occupe du software, surtout ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de valeur dans le software ». On reparlera, lui, de son total available market. Donc, quand une start-up réfléchit à ces questions de marché, elle a toujours, et à ces questions de concurrence, elle a toujours le malheur de réfléchir sur le total available market. Mais en fait, c'est très très mauvais. Parce que pourquoi Apple était enthousiasmant? Apple, la première année, c'est une boîte enthousiasmante dès le premier jour. Pourquoi? À cause de leur target market. Leur target market, c'est quoi? C'est les 800 fans du Homebrew Club. Et sur les 600 fans ou 800 fans ou 1000 fans du Homebrew Club de Berkeley, il y en a 90% qui, la première année, ont commandé un ordinateur. Donc, vous vous levez un matin, vous êtes pauvre, le surlendemain, vous n'êtes pas riche, mais vous avez 900 personnes qui veulent absolument ce que vous produisez et qui payent d'avance. Et qui sont prêts à vous l'acheter. Et ensuite, les boutiques du coin. Donc, ensuite, le target market d'Apple, ça a été les mecs du club, leurs copains, qui voulaient la même chose, mais qui n'étaient pas dans le club, et qui ont commencé à aller se renseigner dans les boutiques d'informatique de Palo Alto, en disant, il est où le Apple 1? Moi, j'en veux un aussi. Alors, écoutez, je vous laisse de l'argent et vous trouvez ce monsieur Jobs pour qu'il m'en donne un. Donc, vous voyez comme il y a une histoire enthousiasmante. Pourtant, pendant ce temps-là, le total available market, il est égal au target market. D'un point de vue capitalistique, c'est une situation de merde. On n'est pas face à l'opportunité incroyable où on attaque un target market mature, où on se lance. Mais par contre, d'un point de vue entrepreneurial, on est dans une situation extraordinaire parce qu'on peut être convaincu du fait que ce target market va croître au même temps que le total available market et que comme on est là, on va pouvoir en garder une part importante. Et alors, qu'est-ce que c'est le SAM? L'ami SAM, au milieu.
le Served Available Market, c'est le marché que vous êtes en capacité de servir le jour de votre lancement. Prenons un exemple extrêmement courant. Moi, je fais un produit A, et figurez-vous que mon produit A peut marcher pour X, Y, Z. Donc, mon X, Y, Z, c'est mon Served Available Market. Par contre, ABC, ils ont besoin de features que je n'ai pas encore développées. Ça, c'est mon TAM, Total Available Market. Donc, ABC, si je développais ABC, je pourrais atteindre TAM. X, Y, Z, ça me permet d'atteindre SAM. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois choisir si je lance d'abord X, ou si je lance d'abord Y, ou si je lance d'abord Z. Parce qu'un target market, au début, c'est forcément la réunion d'une équipe face à un marché, et donc c'est forcément quelque chose qu'on vise précisément. Alors pourquoi la concurrence n'est pas important quand on est une start-up? Parce que la concurrence, elle démarre au TAM. Alors j'ai essayé de faire une blague avec Fram, mais je n'ai pas réussi. La concurrence, elle démarre au TAM. La concurrence n'existe pas avant que vous ayez atteint une taille telle que vous pouvez servir le marché total. Parce que pour définition, là le schéma n'est pas terrible, mais en fait si on avait voulu montrer le schéma, parce que là on le montre du point de vue d'une seule entreprise, mais si maintenant vous le montrez du point de vue de toutes les entreprises disponibles sur le marché, vous auriez un cercle qui est le Total Available Market, et vous auriez des cercles plus ou moins gros qui seraient des SAM de différentes offres sur le marché, et à l'intérieur de ces SAM, il y aurait des targets encore plus petites. Donc par définition, vous n'êtes pas en concurrence. La concurrence ne commence que lorsque vous passez les deux premiers cercles concentriques. Il y a une concurrence entre Pepsi et Cola. Parce que quand Coca-Cola vend moins de Coca, Pepsi en vend plus. Il y a une relation entre les deux. Mais le jour où vous arrivez à ce stade-là, vous arrivez à un stade tel que oui, vous aurez des gens qui s'occuperont de la concurrence dans votre entreprise et en plus, vous pourrez bien les payer. Mais à votre stade, à vous, qu'est-ce que c'est réfléchir à la concurrence? C'est réfléchir à une fiction. Parce que la probabilité que vous allez vendre plus parce que votre concurrence vend moins, elle est de 0. Parce qu'en tant que 3 fondateurs, vous ne pouvez pas adresser un TAM extrêmement important. En tant que 2 ou 3 fondateurs, la seule chose que vous pouvez adresser, c'est un target market. Et le TM, c'est quelque chose qui n'est pas facilement accessible. Parce que vous avez peu de moyens. Et donc, c'est pour ça qu'il faut d'autant plus le définir précisément et se concentrer sur lui. Et c'est extrêmement frustrant parce que vous devez faire des choix. Très souvent, les solutions que vous développez, évidemment qu'elles peuvent servir à plein de choses. On ne le remet jamais en cause. Et oui, vous avez plein de value proposition et machin et je sais pas quoi, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que vous ne pouvez pas adresser tout le monde. Faites-vous une faveur. Alors, en fait, je suis assez embarrassé là-dessus, je ne sais pas quoi faire et quoi dire. Fondamentalement, vous devez apprendre à ignorer votre compétition. Vraiment. C'est un point, il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est mentalement trop compliqué d'être angoissé par sa compétition. Alors, il y a 2 façons de faire ça. Il y a les gens qui sont forts mentalement et qui ont peu de distance entre leur raison et leurs émotions. Donc, ces gens-là, allez regarder ce que fait votre compétition. Parce que de toute évidence, vous allez pouvoir aller copier ce qu'ils font. Par contre, si vous avez le malheur, en allant voir votre compétition, de vouloir faire la même chose qu'eux sans réfléchir, vous feriez mieux de ne pas savoir ce qui se passe. L'ignorance peut être un super antidote. Parce que l'ignorance, en plus des raisons théoriques que je viens de vous évoquer, ça vous permet de faire quelque chose d'assez fondamental, c'est de rester focus. Vous savez, souvent les entrepreneurs se demandent « qu'est-ce que je dois faire ?» Mais ce n'est pas la question la plus fondamentale que vous pouvez vous poser. La question la plus fondamentale que vous pouvez vous poser en tant qu'entrepreneur, c'est « qu'est-ce que je ne dois pas faire ?» Un projet se définit beaucoup plus par ce qu'on ne fait pas que par ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est là où vous verrez l'ignorance moyenne des gens autour de vous.
Puisque le réflexe de 99% des gens autour de vous va être de vous donner des suggestions. Ça va être de passer leur temps à vous dire « Ah ouais, mais là, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça. » Le problème, c'est que par définition, vous ne pouvez pas tout faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais une suggestion intéressante. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute de ces suggestions. Ça veut juste dire que le taux de suggestions implémentées sera forcément très bas et que s'il n'est pas bas, vous êtes mal. Parce que ça veut dire que vous allez passer votre temps à être une pirouette et à devenir ectoplasmique. Et à chaque fois que vous rencontrerez un type, vous vous direz je ne sais pas quoi. Et notamment, c'est cette grande histoire de « j'ai besoin de structure ». Faites vachement gaffe avec ces histoires de structure ou de je ne sais pas quoi. Parce que c'est quand même la façon vachement polie de dire « j'ai quand même vachement envie qu'on me dise quoi faire ». Le problème, c'est que personne ne peut vous dire quoi faire. Et ça, c'est un problème fondamental. C'est que vous devez de vous-même trouver la ressource interne pour savoir quoi faire et savoir quoi pas faire. Et la seule façon de développer cette ressource, eh ben, c'est de se planter, et de se planter gravement. Et on apprend plus ou moins vite, mais il n'y a pas de meilleure école. Parce que tant que vous ne faites pas, tant que vous n'essayez pas, ben, vous serez dans une fiction par rapport au faire. Et vous serez dans quelque chose de vachement confortable qui est la réflexion, mais qui n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avancer fondamentalement. Alors, point important, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas observer les autres. Parce que observer les autres, ça peut être une source d'un outil qui est incroyable, qui est la copie. Alors, parlons 2 minutes de ces histoires de copie. Copying is good. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Parce que par définition, si quelqu'un fait quelque chose de bien, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas aussi. Prenons la boîte qui est l'une des boîtes considérées comme les plus innovantes du monde, Apple. Regardez le nombre de trucs qui pompent à longueur de journée chez les autres. Mais à longueur de journée. Il y a des groupes entiers chez Apple dont le seul boulot est d'aller regarder Android, d'aller regarder je ne sais pas quoi, d'aller regarder les iPhones jailbreakés et voir ce qui a été implémenté, et de décider si ce sera implémenté ou pas. La pire des bêtises, c'est quoi? C'est de copier bêtement. D'ailleurs, en général, faire off sur son cerveau, c'est mauvais. Mais pourquoi certaines copies sont ridicules? Parce qu'il y a des gens qui copient au centimètre carré près. Et donc, ils implémentent même les erreurs que font les autres. Il y a un exemple incroyable pour ça, c'est le Flickr chinois. Puisque le Flickr chinois a copié les bugs du Flickr américain. C'est-à-dire que tous les bugs dans l'API et tous les bugs sur le site ont été copiés, parce que comme les types qui ont copié ne savaient pas lire l'anglais, ils n'ont pas compris que c'était des bugs en fait. Donc ils ont fait en sorte que ça fasse le même comportement. Vous voyez, ça c'est de la mauvaise copie. Maintenant, parlons de la bonne copie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous pourrez le retrouver facilement, comme ça vous ferez une recherche sur Google. Mais il y a un équivalent d'Expedia en Inde. Je ne me souviens plus de son nom. Mais j'ai rencontré le fondateur il y a quelques années, et il m'a expliqué un truc fondamental. Il m'a dit, moi, quand j'ai vu Expedia cartonner aux États-Unis, je me suis dit, je vais faire la même chose en Inde. Sauf que j'ai été obligé de changer des choses fondamentales par rapport au modèle d'Expedia. Et notamment, le modèle d'Expedia, c'est de ne pas gagner d'argent sur les billets d'avion et de gagner de l'argent sur les hôtels. Or, en Inde, c'est impossible parce que les compagnies aériennes intérieures sont très riches, donc elles payent des grosses coms. Mais les hôtels sont vraiment, vraiment marge low, donc ils ne peuvent pas payer de grosses coms, qui est l'inverse de l'hôtellerie en Europe et aux États-Unis. Et ça a été ça la force d'Expedia. Il aurait pu faire un truc idiot, c'est de copier Expedia et pas réfléchir. Et donc, d'ailleurs, il y en a plein qui l'ont fait en Inde. Mais il a fait un truc incroyable, c'est de reprendre l'interface Expedia, écran par écran, qui était plutôt bien faite. Et il n'avait de toute façon pas la ressource pour faire quelque chose d'aussi bien. Mais par contre, il a profondément adapté le business model au contexte, en prenant ses commissions ailleurs. Et donc, vous voyez la différence entre la bonne et la mauvaise copie. C'est que copier et plagier, c'est un acte d'intelligence. Si vous voulez lire un exercice de ce type-là, au 19e, c'était comme ça qu'on formait les écrivains. On leur faisait faire des pastiches. Regardez les pastiches de Proust. Je ne sais pas si un jour vous avez du temps pour lire, mais c'est les pastiches les plus enthousiasmants du monde. C'est trop drôle. On a vraiment l'impression de lire les écrivains que le type copie. Est-ce que vous croyez vraiment que ça l'a empêché d'écrire la recherche? Que le type s'est dit « Oh mon Dieu, sous prétexte que j'ai regardé comment écrivaient les autres et que j'ai écrit comme les autres, j'ai perdu toute ma force créative. »
Ou est-ce que finalement, cet exercice l'a rendu beaucoup plus fort? Moi, je pencherais plus pour cette explication. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Quand vous lancez votre première boîte, n'hésitez pas à faire quelque chose qui s'inspire fondamentalement de quelque chose d'autre. Ça vous fera gagner du temps. Parce que dans ce milieu, ce que vous devez optimiser, ce n'est pas votre ego, c'est votre temps. Et la meilleure façon d'optimiser son temps, c'est de commencer à innover au-dessus de ce que les autres ont fait, au-dessus de l'héritage. Ce n'est pas d'innover de zéro. Et donc, notamment, je le vois beaucoup dans les apps mobiles. Vous savez, les apps mobiles, il y a plein d'apps où les types ont trouvé des astuces design incroyables. Ils ont mis des mois et des mois à les trouver. Pourquoi en tant que start-up, alors que vous avez un business model à mettre au point, vous avez une offre, une com, une je sais pas quoi, vous voulez vous emmerder à retrouver des astuces design pour la même fonction? Vous n'avez rien de mieux à faire. Et vous avez fondamentalement des choses mieux à faire. Et donc, vous voyez, en fait, la compétition, non seulement théoriquement, vous devriez l'ignorer au sens, il n'y a pas besoin de réagir face à la compétition, mais en plus, c'est une opportunité extraordinaire pour vous inspirer. Mais faites gaffe, ne fermez jamais votre cerveau. Même les plus grands, des fois, ferment leur cerveau. Regardez Mark Zuckerberg et Twitter. Il a failli planter Facebook à cause de ça. Pendant 2 ans, Facebook, toutes les semaines, copiait ce que Twitter faisait. Et Facebook n'est pas Twitter. Et il avait tellement peur face aux chiffres de Twitter qu'il en était obsédé. Il a même donné une interview fascinante sur le sujet, que vous pouvez regarder, je vous l'enverrai cette interview, parce qu'elle est vraiment bien, elle est dans Business Insider, où il dit « La bêtise la plus fondamentale que j'ai faite stratégiquement dans Facebook, c'est d'avoir été obsédé par Twitter et avoir cru que c'était une menace. » Et il a failli faire sombrer le produit Facebook à cause de ça. Facebook, c'est fondamentalement pas Twitter, pour plein de raisons. Donc, copier, c'est bien. Et il y en a qui copient très mal. Alors, un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice du déjà vu. Dans la vallée, on dit déjà vu. C'est un exercice assez enthousiasmant, qui est un exercice bien plus intéressant que de regarder ce qui a déjà été fait par les startups. Alors, personne d'entre vous va se vexer, et on ne va pas se vexer. Mais le milieu startup, c'est un milieu relativement jeune, et donc par définition, ce n'est pas le milieu le plus inspirant du monde. D'ailleurs, j'ai même une preuve là-dessus. À chaque fois que je cherche des exemples dans ma tête, j'ai 10 boîtes qui me viennent en tête. Pourtant, j'en connais des milliers. Pourquoi je parle tout le temps de Facebook, de Google, de machin, de trucs? Ce n'est pas parce que c'est les seules boîtes que je connaisse. C'est parce que c'est les seules boîtes qui font des vraies choses fondamentalement intéressantes. Parce que c'est une industrie trop jeune. Alors, je sais que c'est une industrie qui a en ce moment l'impression d'être le centre du monde. Mais si vous la ramenez à l'histoire du monde, on a quand même beaucoup à apprendre de plein d'autres domaines. Si vous regardez l'histoire de l'art, si vous regardez l'histoire de la musique, si vous regardez l'histoire de la littérature, si vous regardez l'histoire des maths, si vous regardez l'histoire de la science, si vous regardez l'histoire de l'industrie, il y a quand même des choses incroyables qui ont été faites par des gens fascinants sur des milliers d'années. L'industrie de la tech, pour l'instant, il y a des gens fascinants, mais ça fait que 20 ans que ça dure et ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est pas grave. Vous êtes la génération où il va y en avoir 10 fois plus. Regardez, c'est la même chose dans les maths. À l'époque de Pythagore, tout le monde connaît Pythagore. Qui connaît Pythagore? C'était juste pour voir toutes les mains. Bon, et qui connaît Alain Cohn? Alain Cohn. Ah, il y en a un qui est très geek là-bas. Hein. Hacker News, geek, Alain Cohn, là, t'as fait la totale. Alain Cohn, c'était un compliment. Alain Cohn, c'est un des mathématiciens les plus fascinants de notre temps, puisqu'il a un record extrêmement particulier. C'est que c'est le seul mathématicien contemporain qui a inventé de son vivant, 3 nouveaux domaines dans les maths. C'est autre chose que le théorème de Pythagore, les gars. Qui connaît Alain Cohn? Personne. Est-ce qu'Alain Cohn va devenir une star? Non. Parce que fondamentalement, ça fait trop longtemps que les maths sont là. Il y a plus de mathématiciens vivants à notre époque que dans l'histoire de l'humanité. Un jour, il y aura plus d'entrepreneurs vivants que d'entrepreneurs dans l'histoire de l'humanité.
Ce qui veut dire que ce jour-là, plus personne n'en a rien à foutre des entrepreneurs. Et on sera passé à autre chose. Peut-être les mecs qui explorent Mars ou je sais pas quoi. Si aujourd'hui les entrepreneurs sont un tel star system, c'est parce qu'ils sont très peu à avoir vraiment fondamentalement fait des choses du niveau de Pythagore et qu'en le faisant, ils ont créé des niveaux de richesse qui n'ont jamais été entendus dans l'histoire de l'humanité. Vous imaginez qu'il n'y a que 10 boîtes intéressantes et que ces 10 boîtes-là représentent des capitalisations supérieures à tous les pays du tiers-monde réunis. Vous savez qu'aujourd'hui, Apple a plus d'argent dans sa cash balance que le gouvernement américain. Enfin, on ne parle pas du gouvernement de je ne sais pas quel obscur pays, de la France par exemple. Non, non, ils ont plus d'argent sur leur compte que le gouvernement américain. Moi, je serais le gouvernement américain, je ferais une saisie opportuniste. Juste une fois, comme ça, pour voir. Mais fondamentalement, si vous voulez faire l'exercice du déjà-vu, alors c'est quoi? C'est aller regarder ce que les autres ont fait, non pas dans votre industrie, mais dans des industries différentes, pour trouver des sources d'inspiration fondamentales qui vous nourriront et vous rendront meilleurs. La première, c'est l'histoire. L'histoire de l'humanité est incroyablement bien documentée. Il y a des milliers de gens qui travaillent très dur. Il y a des centaines de biographies qui ont été écrites fascinantes. Vous pouvez aller lire leur histoire, vous pouvez aller voir leurs galères, vous pouvez aller voir... Et en plus, vraiment, forcément, ils n'ont pas fait des startups technologiques. Mais plein de problèmes auxquels ils ont été confrontés sont des problèmes universaux et sont des problèmes fondamentaux qui seront aussi les problèmes que vous rencontrerez à votre échelle. Prenons un exemple. Une des histoires qui m'a le plus fasciné. Il y a même une série vachement bien, vous pouvez vous épargner un livre, c'est Rome. C'est l'histoire de Octave devenu Auguste. Souvent, on dit le premier empereur romain, c'est César. Pas du tout. Très mauvais politicien, César. En plus, se faire buter en public par des types, enfin, moi je dis niveau zéro de la politique. À côté de ça, il a un petit-neveu, grand militaire, niveau zéro de la politique, je maintiens. À côté de ça, il y a un petit-neveu qui a 15 ans au moment où son oncle se fait buter, qui à 16 ans emprunte contre l'avis de ses parents une fortune pour monter une armée, qui à 17 ans se fait élire dictateur avec cette phrase incroyable qui marquera les esprits « Aux âmes bien nées, la gloire n'attend pas le nombre des années », Cicéron devant le Sénat expliquant pourquoi il vote pour un gamin de 17 ans, qui à 18 ans se fait élire empereur, 19, bien vu, oui, c'était pour faire un an, mais effectivement, ça fait... mais qui à 19 ans se fait élire empereur et qui va régner pendant des dizaines d'années et qui va fonder l'un des empires les plus puissants. En termes d'aventure entrepreneuriale, c'est pas mal. Son pote mécène, 16 ans. Vous savez ce que c'est un mécène? Ben, c'est son nom. Aujourd'hui, on sait tous ce qu'est un mécène. Ben, y a un type qui a été le premier. Comment? Ouais, complètement. Mécène 1. Caligula, son général, il a dirigé des armées où tout le monde avait le triple de son âge. Et ces gens-là ont réussi, en un moment de crise, d'imposer un nouveau paradigme. Alors après, on est pour, contre l'Empire, machin. Évidemment, on peut avoir des dizaines d'heures de discussion. Mais simplement regarder cette histoire, on ne peut pas dire que ce n'est pas une inspiration si vous avez une quête un peu ambitieuse. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Prenez l'aventure des grands industriels. Moi, c'est une des périodes qui me fascine le plus, c'est ces types au 19e qui ont monté des capacités industrielles incroyables. Bah, qu'est-ce qui leur a pris, les types? Enfin, vous imaginez les types qui ont fait le chemin de fer? Ils se disaient, ouais, on va mettre des... Ouf, chou-chou. Le truc allait à 10 km/h. Vous alliez plus vite en marchant un peu intensément à côté que dans le train. Et les types disaient, non, c'est l'avenir, on va mettre des milliards dessus. Franchement, alors évidemment, il y a une autre histoire un peu plus glauque des chemins de fer, c'est les banquiers qui ont compris le truc en late stage. mais l'histoire du train en early stage, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire de type qui vraiment passe pour des fous. Par exemple, prenez un type qui s'appelle Louis Arago. Louis Arago, d'ailleurs, on lui a donné le nom de l'observatoire. Type fascinant.
major de l'école polytechnique, ayant eu les meilleures notes et les meilleures moyennes jamais constatées à Polytechnique. Je parle d'un critère. Le type a écrit un rapport pour faire interdire le train en expliquant que si une femme enceinte montait dans un train projeté à plus de 20 km/h, elle allait mourir sous le poids et la pression. Parce que monsieur au 20 sur 20 à Polytechnique ne connaissait pas encore la relativité. Une autre prémisse cachée qui va être découverte 15 ans plus tard. Regardez l'histoire des paradigmes scientifiques. Vous croyez vraiment que quand Einstein est venu et a dit E égale mc2, tout le monde a dit « bravo, bravo ». Son article a failli pas être retenu parce que les mecs se sont dit « mais c'est qui ce type au fin fond d'un bureau de brevet mais il sort d'où? Mais c'est quoi cette histoire? E égale mc2 et puis quoi encore ?» Et en fait, ce type avait un copain qui était à la fac avec lui, qui se souvenait que ce type était plutôt brillant, bon, un peu bizarre parce qu'il avait pissé sur un prof, mais brillant. Et il a dit non, mais laissez passer l'article, de toute façon, au pire, vu tout ce qu'on publie comme conneries par an, une de plus, une de moins. Non, mais c'est-à-dire que même le type qui l'a soutenu, c'est même pas pour les bonnes raisons. Après, on vous raconte des histoires sur l'histoire de la science. Vous apprenez à l'école, Einstein est venu, il a écrit E égale mc2 sur un mur, et tout le monde s'est levé en standing ovation en disant « oui ». Ça a pris 17 ans pour que les gens comprennent. 17 ans. Donc, vous voyez, l'histoire est une source infinie d'inspiration, et c'est quelque chose de continu que vous pouvez faire. Ça peut peut-être vous paraître étonnant comme concept pour trouver des meilleures idées, mais en fait, moi, je suis persuadé qu'à force de lire la vie de ces gens-là, petit à petit, vous allez vous dire finalement, peut-être que c'est possible. Et c'est vraiment une source. Alors, il y a plein d'autres sources d'inspiration. Trouvez vos goûts. Par exemple, moi, je ne connais rien à l'art. C'est un truc que j'ai raté. Mais je suis persuadé qu'il y a plein d'artistes ayant des vies incroyables. Oh, tiens, une biographie vraiment enthousiasmante. Chopin. Si vous voulez lire l'interview d'un late entrepreneur, lisez l'interview de Chopin. Chopin, c'est ça? C'est Chopin? Mais oui, si, c'est Chopin. J'ai un doute sur le nom. En fait, la musique m'intéresse tellement peu que la seule chose qui m'a intéressé, c'était sa vie, mais en fait, je m'en fous du type, donc je ne sais même pas vraiment ce qu'il a joué ou fait d'extraordinaire. Mais Chopin, c'est quand même l'histoire d'un type qui a été forcé de faire des études de médecine, de devenir médecin, d'être dans une bibliothèque et de rencontrer un type par hasard et de découvrir la musique par hasard à plus de 25 ans. Et c'est devenu un compositeur incroyable. C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui démarrent leur aventure entrepreneuriale très tard parce qu'ils se sont inscrits à coup d'État. C'est la même chose. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à aller dans l'histoire. L'autre exercice extrêmement enthousiasmant à faire, c'est l'exercice de l'analogie. C'est un exercice formel. Quand vous réfléchissez à votre entreprise, au lieu de passer des heures à trouver les équivalents créés au fin fond de la Thaïlande par 3 types que personne ne connaît autant que vous, parce que ça peut être un drame d'être expert de sa propre expertise. Parce que d'un seul coup, vous croyez que ces trucs sont hyper évidents, alors qu'il suffit juste de demander à vos copains et vous verrez qu'en fait, personne n'est au courant. Donc plutôt que de passer des heures à faire ça, vous pouvez passer des heures à faire un exercice beaucoup plus enthousiasmant, qui est l'analogie. L'analogie, c'est de se dire, si je suis le Airbnb 2, qu'est-ce que Airbnb a fait dans son histoire qui peut m'apporter un équivalent? Si je suis le Jules César du restaurant, comment Jules César réfléchirait face à telle situation? Si je suis le Louis XIV de l'hôtellerie, comment Louis XIV ferait? Bon, ouais, pas terrible les exemples, mais vous comprenez le principe. L'exercice d'analogie est un exercice hyper enthousiasmant parce que ça vous force à décomposer et à déconstruire vos raisonnements et vos hypothèses par rapport à votre business en ayant un prisme extérieur. Le troisième exercice, c'est la théorie. Vous n'imaginez pas à quel point les chercheurs dans le monde produisent du savoir sur un nombre de sujets incalculables. Je vais vous montrer comment, par exemple, ça, ce genre de réflexe, on les a à The Family. Parce que c'est profondément notre culture d'exécution. À l'étage où vous êtes, là, on a envie de faire un club. On a envie de faire un club de gentlemen et de ladies version entrepreneur. Donc là-bas, au mur, on va mettre un bar avec un super snack.
Et les gens qui sont membres pourront venir avoir des consommations à prix coûtant pour faire leur rendez-vous, pour venir lire. Il va y avoir une super bibliothèque contre les murs là. Alors, il y a l'attitude numéro 1 quand on crée un club. L'attitude numéro 1, c'est de se dire, je vais faire un club, je vais penser à ce que je crois, ce que c'est un club de façon imagée, parce que j'en ai déjà vu, de faire des grilles de tarifs, de faire des grilles de membres comme ça, et puis de passer à autre chose. Et puis, il y a un autre réflexe, qui est le réflexe de The Family, c'est de se dire, oh, ben, il y a bien un type qui a dû écrire une théorie des clubs. Et en fait, vous n'imaginez pas la littérature économétrique qui a été écrite sur les clubs, entre le rapport entre prix maximal espéré, bénéfice perçu, nombre de membres, rapport dans le temps, progression, etc., qui vous donne un modèle formel incroyable pour faire le club de vos rêves. Et utiliser le savoir qui est à l'extérieur, c'est un bon réflexe. La probabilité qu'aucune étude n'ait été publiée sur votre sujet et que personne n'ait réfléchi théoriquement à votre sujet, là vraiment vous êtes tombé sur un truc incroyable. Parce que vu le nombre de chercheurs à travers le monde qui ont des contraintes de publication annuelles, il y a beaucoup de choses qui sont balayées tous les ans. Vous imaginez, il existe une théorie économétrique formelle du club. Et croyez pas que c'est de la branlette intellectuelle. Parce que c'est vraiment un type, parce que les chercheurs, ils ont quelque chose de fondamental, c'est que c'est des gens, la plupart du temps, sérieux. Donc, il a vraiment été prendre l'ensemble des clubs, il les a classés, il a été leur demander leurs data, il a fait une régression linéaire, il a vu qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas, etc. Si vous vouliez faire ce travail, bah, vous ne faites pas de boîte, hein. Je vous le dis. Hein. 3 ans plus tard, vous êtes toujours… alors déjà, votre lieu a été saisi, votre bibliothèque n'est pas construite et le bar, il est pourri, quoi, entre-temps. Mais par contre, prendre ce qui a été produit à l'extérieur et l'appliquer tout de suite en faisant confiance à ce savoir théorique, ça, c'est quelque chose d'enthousiasmant. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est l'expérience directe et collectée. C'est quoi l'expérience directe et collectée? C'est aller voir des gens qui l'ont fait et ne surtout pas aller les voir pour leur demander ce qu'eux feraient à votre place, mais d'être sincèrement et honnêtement intéressé par ce qui s'est passé pour de vrai dans leur vie. Et ça peut vous faire gagner énormément de temps. Par exemple, moi, c'est un des plus grands regrets de ma vie. J'ai fondé une plateforme d'open innovation qui s'appelle Hippios. Si j'avais simplement passé un coup de téléphone au premier type qui avait fondé la première plateforme d'open innovation du monde, je ne l'aurais jamais fait. Et je n'aurais pas perdu 3 ans de ma vie. Parce que je l'ai rencontré 3 ans plus tard, le mec, et il m'a expliqué un truc tellement fondamental sur cette industrie que c'était limpide. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut être longtemps à l'intérieur. Lui, ça lui a pris 5 ans. Moi, ça m'a pris 3 ans pour comprendre cette vérité. C'est fondamentalement 3 ans de ma vie perdue. Au lieu de ça, on passe fondamentalement notre temps à aller voir les autres et leur demander « Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais ?» Le problème, c'est que c'est très dur. C'est une responsabilité très grande. C'est dur de dire à quelqu'un bah, « je pense que c'est bien » ou « je pense que c'est mal ». Nous, on est un peu obligés de le faire. C'est la partie qu'on déteste le plus dans notre boulot. Par contre, si vous allez voir des gens et que vous leur demandez sincèrement et fondamentalement qu'est-ce que tu as fait et comment ça s'est passé et comment tu as géré, eh bien, ça vous fera un stock d'informations incroyable que vous pouvez gérer. Ces 4 exercices sont beaucoup plus fondamentaux pour réfléchir aux problèmes et trouver des idées de start-up que ne le seront jamais le fait de passer son temps à essayer d'imaginer des idées artificielles faites par d'autres et en regardant ce que la concurrence fait. Je vous l'assure. Ce n'est pas des exercices faciles. Lire la théorie sur un sujet, ce n'est pas facile. Lire l'histoire, ça prend des années. Je ne suis pas en train de vous vendre le chemin facile en vous disant « il y a une clé géniale, il suffit de faire ABC et vous avez une boîte à succès ». Ça n'existe pas. Et toute personne qui prétend ça vous ment. Et des fois pour très cher. mais le point, c'est qu'il y a des choses fondamentales que vous pouvez faire pour changer votre état d'esprit à long terme et pour trouver cette source d'inspiration. Machiavel disait, à une époque, Machiavel était dépressif et au fin fond de la Toscane parce qu'il s'était fait virer de la cour du prince. Et tous les soirs, il se mettait en habit d'apparat pour lire les anciens.
Et un de ses voisins lui a dit, mais je comprends pas, pourquoi tu te changes? Et il dit, quand même, je vais pas me présenter devant Jules César en habit de bouseux. Et le type s'est dit, mais putain, il est fou. Et moi, je comprends fondamentalement ce qu'il veut dire. C'est que la lecture et tout ce savoir qui a été accumulé pendant des années et qu'on a tendance dans notre génération à ne plus considérer parce que l'information est tellement... qu'on finit par être fatigué et plus la regarder, c'est en fait une erreur. On peut aller chercher des choses là-dedans, on peut aller chercher des inspirations et surtout, on peut aller chercher des leçons pour le très 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 long terme. Mark Zuckerberg, quand on lui a demandé quel est le livre qui a le plus structuré sa réflexion d'entrepreneur, il a répondu l'Odyssée d'Homère. Je ne suis pas étonné. Je pense qu'il y a plus de leçons dans l'Odyssée d'Homère sur qu'est-ce que ça veut dire faire une boîte que dans n'importe quel livre qui vous explique en 10 étapes comment fabriquer une boîte. Tout ce qui ne doit pas vous empêcher de vous lancer. Je suis trop jeune, on n'est jamais trop jeune ou trop vieux ou trop je sais pas quoi. Il n'y a pas de bon âge pour se lancer. Toutes ces histoires sur l'âge sont des conneries. Hein, aucune stat dans le monde ne montre quoi que ce soit sur ce phénomène-là. Je ne suis pas assez expérimenté. Les deux piliers de l'entrepreneuriat, c'est l'ignorance et l'incompétence. Ne pas être assez expérimenté, en général, c'est une bonne nouvelle. 3. Sous-estimer sa détermination. Alors ça arrive très souvent. Je ne comprends pas, il y a beaucoup de gens qui sont timides par rapport à leurs propres capacités. Et qui se disent « Ah oui, mais en fait, j'ai envie de faire… » C'est l'histoire que je vous racontais de Séverin tout à l'heure. Ne tombez jamais dans ces absurdités-là. À chaque fois que vous vous dites « Je vais faire quelque chose parce que ça a l'air plus simple », non. Faites les choses parce que c'est les bonnes. Des fois, faire les choses les plus simples sont les bonnes. Hein. Enfin, je ne suis pas en train de dire « Faites toujours compliqué et noyez-vous là-dedans ». Mais ça ne doit pas être le critère. Vous ne devez pas les faire parce qu'elles sont plus simples. Vous devez les faire parce que c'est la bonne chose à faire. C'est la seule chose qui doit vous obséder. Sous-estimez pas votre intelligence et surestimez pas l'intelligence des autres. Tout ce que vous ne savez pas s'apprend. Il faut la noter celle-là. Ne rien connaître au business. C'est beaucoup plus facile de partir d'une compétence métier et d'aller vers le business que l'inverse. Alors, par contre, l'histoire du cofondateur. Je vais vous dire un truc. Faire une boîte sans cofondateur, ça ne marche pas. Ça, c'est l'une des rares vérités universelles du monde des startups. Ne pas lancer sa boîte parce qu'on n'a pas de cofondateur, ça ne marche pas. Vous voyez le paradoxe? Si vous n'avez pas de cofondateur, lancez-vous. Ce n'est pas grave. Vous en trouverez un en chemin. Par contre, quand vous n'en avez pas, ça doit être dans votre top to-do. Et vous devez mettre en place tout ce qu'il faut faire pour le trouver, le plus rapidement possible. Mais si vous vous dites, je vais attendre de trouver le bon pour je ne sais pas quoi, c'est un peu comme les gens qui disent, je vais arrêter de fumer le jour où je vais trouver mon amoureux. Non, ils ne vont pas arrêter ce jour-là en fait. Ils vont trouver une nouvelle excuse, c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Ne pas avoir d'idées. Vous avez vu, je l'ai barré. C'est pas grave, il y en a plein des idées. Vous pouvez en trouver plein. Si vous n'en avez vraiment pas, je ne sais pas, vous ouvrez Google, vous tapez les 20 meilleures idées qui marchent le mieux en ce moment et vous en trouverez. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Je pense que maintenant vous êtes convaincus. Ce n'est pas une bonne raison. Donc j'espère que tu vas me le lancer, le Watsi, et je te fais une donation si tu le lances. Je serai le premier donateur. Parce que je pense que c'est une très très belle idée. Alors, celui-là, je vais être très clair, avoir une famille à faire vivre, c'est une très 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 bonne raison personnelle de ne pas se lancer. Ce n'est pas une bonne raison macro. Donc, 1, je ne donnerai jamais le conseil à qui que ce soit ayant des enfants, ayant une famille à faire vivre, de lancer sa boîte. Je ne veux pas être responsable de ça. Je refuse de prendre ce genre de responsabilité. Maintenant, il y a des gens qui le font très bien. Ils n'ont qu'à assumer. Mais fondamentalement, avoir des enfants, ça ne rend pas à être un mauvais ou meilleur entrepreneur. C'est juste une excuse. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont des enfants, ils ont même des aptitudes entrepreneuriales assez efficaces du type organisation, focus, sens des priorités. Enfin, ils ont déjà eu un entraînement qui est pas mal du tout, en fait. Donc, si vous avez des enfants et que vous voulez vous lancer, moi, c'est plus 10 dans ma tête. Après, je comprends très bien que des gens me disent oui, enfin voilà, c'est pas un risque que j'ai envie de prendre dans ma vie. Fine, c'est pas, le chemin entrepreneurial n'est pas un chemin universel. Mais en tout cas, prenez pas ça comme une excuse. Et alors la dernière, c'est avoir trop d'argent. Je ne sais pas si ça concerne qui que ce soit dans la pièce.
Mais souvent, les gens qui ont gagné un peu d'argent avec une aventure se disent « Ah, je ne vais pas recommencer parce que j'ai peur de perdre l'argent que j'ai déjà ». C'est vraiment dommage alors que vous êtes dans une position où vous pouvez faire des choses encore plus ambitieuses.